Votre fils est dans la cave de l'école, dit la fillette au millionnaire désespéré. Alors, il défonce la porte scellée il y a 20 ans et découvre quelque chose qui choque même la police. Commentez en donnant une note de 0 à 10 pour mon histoire. Votre avis est très important et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je compte sur votre aide. Le son des premiers clients du matin résonnait dans la boulangerie du marché lorsque Stéphane Dubois, 52 ans, ajustait les derniers détails du comptoir de pain frais. Ses mains, tannées par des décennies de dur labeur, tremblaient légèrement tandis qu'il organisait les croissants et les pains au chocolat qui étaient sortis du four quelques minutes auparavant. L'arôme de farine et de levure flottait dans l'air tiède de Valençol, se mêlant à l'agitation typique des rues animées du village provençal. C'était un mardi ordinaire de mars quand elle est apparue. Chloé, une enfant d'à accent grave peine 4 ans, surgit comme une ombre sur le seuil de la boulangerie. Ses cheveux bruns étaient emmêlés, collés à son petit visage par la sueur et la terre. Ses vêtements, une petite robe bleue délavée et déchirée à plusieurs endroits, pendaient lâchement sur son corps mince. Ses pieds nus touchaient le sol chaud du trottoir tandis qu'elle tendait une petite main en direction des clients qui entraient et sortaient de l'établissement. Stéphane l'observa quelques instants à travers la vitre. Il y avait quelque chose dans ses grands yeux sombres qui le perturbait profondément. Ce n'était pas seulement la faim ou le désespoir qu'il voyait habituellement chez les enfants des rues de Valençol. C'était quelque chose de plus profond, de plus intense, comme si cette fillette portait un poids impossible pour son âge. Au cours des 20 années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait perdu son fils Léo, Stéphane avait développé un instinct presque magnétique pour les enfants en souffrance. Son petit réseau de 3 boulangeries était devenu non seulement une entreprise prospère, mais aussi un refuge informel pour les garçons et les filles qui erraient dans les rues en quête de nourriture ou d'un abri. Il gardait toujours des baguettes de la veille, du lait proche de la date de péremption et des fruits légèrement abîmés à distribuer aux petits qui frappaient à sa porte. Mais Chloé était différente. Quand il s'approcha finalement de la fillette, Stéphane remarqua qu'elle ne demandait pas d'argent comme les autres enfants. Elle restait là, debout, le regardant fixement avec une intensité qui faisait battre son cœur plus vite. Ses petites lèvres bougeaient constamment, comme si elle murmurait quelque chose pour elle-même. « Tu as faim, petite ?» demanda Stéphane en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu, chargée d'une émotion qu'il tentait de contrôler. Chloé cessa de murmurer et le regarda droit dans les yeux. Quand elle parla, sa voix était claire malgré son âge, chaque mot prononcé avec une précision troublante pour une si jeune enfant. « Votre fils est dans la cave de l'école. » Les mots frappèrent Stéphane comme un coup de poing dans l'estomac. Il chancela en arrière, s'appuyant contre le mur de la boulangerie tandis que le monde semblait tourner autour de lui. Les bruits de la rue devinrent lointains, étouffés, comme s'il était sous l'eau. 20 ans. 20 ans qu'il n'avait entendu personne mentionner Léo de cette façon, comme s'il était encore en vie, comme s'il y avait encore de l'espoir. « Que as-tu dit » réussit-il à murmurer, la voix tremblante. Le garçon aux cheveux bouclés pleure beaucoup. Il a peur du noir, continua Chloé, inclinant légèrement la tête sur le côté. Il a une marque ici, dit-elle en touchant son propre front avec son index. Comme une petite lune. Stéphane sentit ses jambes flageoler. La tache de naissance. Léo avait une petite tache de naissance sur le front, du côté droit, qui ressemblait à un croissant de lune. Seuls les membres très proches de la famille connaissaient ce détail. Comment cette fillette pouvait-elle connaître cette information ? « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix sortant comme un murmure désespéré. « Comment connais-tu mon fils ?»« Je rêve de lui toutes les nuits, » répondit Chloé avec le naturel de quelqu'un qui parle de la météo. « Il veut rentrer à la maison. Il dit que papa est triste et que maman ne sourit plus. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Stéphane avant même qu'il ne s'en rende compte. Sandrine Martin, sa femme de 49 ans, ne souriait vraiment plus. Pas depuis ce terrible après-midi de septembre, il y a exactement 20 ans, où Léo n'était tout simplement pas rentré de l'école primaire Jean Moulin. Le garçon de 8 ans était parti de la maison le matin comme tous les jours, mais n'était jamais arrivé à destination. Il avait simplement disparu sans laisser de traces. Où est cette cave ? Réussit-il à demander, sa voix se brisant à chaque mot. Dans la vieille école, celle qui a brûlé. Il y a une porte que personne ne voit, expliqua Chloé comme si elle décrivait le chemin vers un parc. Il a froid, toujours très froid.
L'école primaire Jean Moulin avait été fermée 15 ans plus tôt après un incendie qui avait détruit une partie des installations. Le bâtiment était resté abandonné depuis, entouré d'une grille rouillée que les habitants de la région avaient appris à ignorer. Stéphane était passé devant d'innombrables fois au fil des ans, sentant toujours une oppression dans sa poitrine en se remémorant les derniers moments où il avait vu son fils vivant. « Vous devez le ramener à la maison », dit Chloé en tendant sa petite main pour toucher le bras de Stéphane. Il attend depuis très longtemps. À ce moment, Philippe Leclerc, un client régulier de la boulangerie, s'approcha, inquiet de voir Stéphane appuyé contre le mur, visiblement affecté. « Stéphane, mon ami, ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme, » dit Philippe en regardant alternativement le boulanger et la fillette. Stéphane tenta de se ressaisir, essuyant ses larmes du revers de la main. Comment expliquer à Philippe, à n'importe qui, ce qui venait de se passer ? Comment raconter qu'une fillette inconnue avait mentionné des détails intimes sur son fils disparu depuis 2 décennies ? C'est juste la chaleur, mentit-il, encore tremblant. Philippe, tu connais cet enfant ? Tu sais d'où elle vient ? Philippe observa Chloé avec attention, fronçant les sourcils. Je ne l'ai jamais vue avant. Mais beaucoup d'enfants des rues sont apparus par ici dernièrement. La situation devient de plus en plus difficile pour les familles. Chloé restait silencieuse, observant la conversation entre les 2 hommes avec ses grands yeux pénétrants. Il y avait quelque chose dans ce regard qui faisait sentir à Stéphane qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne le montrait, comme si elle gardait des secrets qui pourraient détruire ou reconstruire sa vie. Petite, où habites-tu ? Où sont tes parents ? Demanda Philippe en s'accroupissant à côté d'elle. Je vis avec grand-mère Manon. Elle est malade parfois, elle oublie des choses, répondit Chloé, sa voix gardant le même ton calme et troublant. Elle me raconte des histoires sur les enfants qui se sont perdus. Elle dit qu'ils ont besoin d'être retrouvés. Stéphane sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose de profondément étrange dans cette situation, mais en même temps, une partie désespérée de son cœur s'accrochait aux paroles de la fillette comme à une bouée de sauvetage dans une mer agitée. Les heures suivantes passèrent comme dans un brouillard confus. Stéphane eut du mal à travailler, ses mains tremblant chaque fois qu'il se souvenait des paroles de Chloé. Plusieurs fois, il prit le téléphone pour appeler Sandrine, mais renonçait toujours avant de composer le numéro. Comment expliquer à sa femme, qui avait passé 2 décennies à s'enfermer dans une coquille d'amertume et de désespoir, qu'une fillette de 4 ans affirmait savoir où se trouvait Léo ? Quand l'après-midi arriva et que l'activité de la boulangerie diminua, Chloé était toujours là, assise sur le trottoir, dessinant des formes étranges dans la poussière avec un bâton. Stéphane observa les dessins et sentit son cœur s'emballer de nouveau. C'étaient de petites figures humaines, clairement des enfants, toutes entourées de lignes qui semblaient représenter des murs ou des barrières. « Chloé » appela-t-il doucement, sortant de la boulangerie avec un pain au lait et un verre de lait. « Es-tu certaine de ce que tu m'as dit aujourd'hui ?» La fillette leva les yeux de ses dessins et le regarda avec cette intensité perturbante. Le garçon avec la marque sur le front crie ton nom toute la nuit. « Papa Stéphane, papa Stéphane. Il veut que tu viennes le chercher. » Les mots frappèrent Stéphane comme une avalanche d'émotions qu'il avait tenté d'enterrer pendant 20 ans. Léo l'appelait toujours « Papa Stéphane » quand il était petit. Une particularité enfantine que lui et Sandrine trouvaient adorable. Personne d'autre ne connaissait ce détail, personne. La nuit tomba sur Valençol comme un lourd manteau, mais Stéphane ne parvenait pas à trouver la paix. Il faisait les 100 pas dans le salon de leur petite maison de campagne dans le quartier de l'Espoir, tandis que Sandrine l'observait depuis le fauteuil où elle passait la plupart de ses journées. À 49 ans, elle était devenue l'ombre de la femme vibrante qu'elle avait été. Ses cheveux gris étaient toujours en désordre et ses vêtements amples cachaient un corps qui avait considérablement maigri ces dernières années. « Tu vas me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui ou tu vas continuer à tourner en rond jusqu'à l'aube ?» demanda Sandrine, sa voix chargée d'une amertume qui était devenue sa marque de fabrique. Elle ne leva pas les yeux du programme télévisé qu'elle regardait sans vraiment le voir. Stéphane s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur la rue. Les lumières des lampadaires créaient des cercles jaunâtres sur l'asphalte et le silence de la nuit n'était rompu que par les sons lointains de la circulation sur l'avenue principale. Comment commencer à expliquer quelque chose qu'il avait lui-même du mal à comprendre ? « Une fillette est venue à la boulangerie aujourd'hui, » dit-il finalement, sa voix sortant plus bas qu'il ne l'aurait voulu. « Une petite de 4 ans. Elle a dit des choses sur Léo. Pour la première fois depuis des mois,
Sandrine détourna les yeux de la télévision. Son expression se durcit instantanément, comme toujours lorsque le nom de leur fils était mentionné. Quel genre de choses? Elle connaissait sa tâche de naissance. Elle savait qu'il m'appelait et papa Stéphane. Stéphane se tourna pour affronter le regard glacial de sa femme. Elle a dit que Léo est dans la cave de l'école abandonnée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sandrine resta immobile pendant de longues secondes, traitant les mots. Puis, lentement, elle se leva du fauteuil, ses mains tremblant visiblement. « Non » murmura-t-elle en secouant la tête. « Ne me fais pas ça, Stéphane. » Pas encore. Dans les premières années après la disparition de Léo, le couple avait suivi chaque piste, aussi absurde soit-elle. Voyants, tarologues, des gens qui prétendaient avoir des rêves ou des visions. Tous avaient promis des réponses qui ne sont jamais venues. Chaque espoir déçu avait creusé un abîme plus grand entre eux, jusqu'à ce que Sandrine renonce simplement à croire. Celle-ci est différente, insista Stéphane en s'approchant d'elle. Elle savait des choses que personne d'autre ne sait, des détails que nous n'avons jamais racontés à personne. Des détails qui ont pu être découverts de 1000 manières différentes, répliqua Sandrine, sa voix gagnant en force. Vieux voisins, parents éloignés. N'importe qui a pu répandre ces informations au fil des ans. Et la tâche de naissance? Combien de personnes étaient au courant de ça? Sandrine hésita. Il était vrai que très peu de gens connaissaient ce détail spécifique sur Léo. La petite marque en forme de croissant de lune était partiellement cachée par les cheveux bouclés du garçon, visible seulement lorsqu'il courait ou jouait de manière plus agitée. « Où est cette fillette maintenant » demanda-t-elle, sa voix trahissant une curiosité réticente. « Je ne sais pas. » Après la fermeture de la boulangerie, elle a simplement disparu. Elle a dit qu'elle vivait avec une grand-mère nommée Manon, mais je ne sais pas où. Sandrine se dirigea vers la petite étagère où il gardait les photos de famille. Elle prit le cadre avec la dernière photo de Léo, prise une semaine avant sa disparition. Le garçon souriait largement à l'appareil photo, ses cheveux bouclés décoiffés par le vent. La petite tache de naissance vaguement visible sur son front. 20 ans, Stéphane, dit-elle en serrant la photo contre sa poitrine. 20 ans à chercher, à souffrir, à attendre. Combien de fois penses-tu que mon cœur peut se briser avant de cesser complètement de battre? Les mots de Sandrine atteignirent Stéphane comme une lame. Il savait que son obsession d'aider les enfants démunis était devenue une façon de combler le vide laissé par Léo. Mais il savait aussi que cette même obsession avait encore plus éloigné sa femme. Pendant qu'il cherchait la rédemption dans la charité, elle s'était fermée au monde, refusant de ressentir quoi que ce soit qui pourrait entraîner plus de douleur. Et si c'était vrai cette fois? Demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Et si notre chance de le retrouver est là, dans cette école abandonnée, et que nous l'ignorons? Sandrine ferma les yeux, les larmes commençant enfin à couler sur son visage. Et si ce n'est pas le cas? Et si c'est juste une autre blague cruelle du destin? Penses-tu que je peux survivre à un autre espoir réduit en miettes? Le lendemain matin apporta un brouillard épais qui couvrait Valençol comme un linceul grisâtre. Stéphane arriva à la boulangerie plus tôt que d'habitude, ses mains tremblant tandis qu'il préparait la première fournée de pain. Chaque bruit dans la rue le faisait regarder par la fenêtre, cherchant une petite fille aux cheveux emmêlés. Chloé apparut vers 8 heures, comme si elle avait un rendez-vous. Cette fois, elle n'était pas seule. À ses côtés marchait une femme d'apparence trentenaire, mais avec une posture voûtée qui la faisait paraître plus âgée. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon négligé et ses vêtements, un chemisier à fleurs délavées et une jupe longue, pendaient lâchement sur son corps mince. La femme gardait une main protectrice sur l'épaule de Chloé, mais ses yeux bougeaient constamment, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Il y avait quelque chose de troublant dans son expression, un mélange de peur et de confusion qui fit sentir à Stéphane un frisson dans le dos. « Grand-mère Manon voulait te rencontrer », dit Chloé quand elles arrivèrent à la porte de la boulangerie, sa voix gardant le même ton calme et perturbant de la veille. Manon leva les yeux vers Stéphane et il sentit un choc de reconnaissance, même s'il ne parvenait pas à identifier d'où. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, quelque chose qui touchait un lointain souvenir dans son esprit. « Vous êtes le père de l'enfant perdu », dit Manon, sa voix rauque et hésitante. Chloé m'a parlé de ses rêves. Elle a toujours eu des dons spéciaux. Des dons? Répéta Stéphane, les invitant à entrer dans la boulangerie encore vide. Elle voit des choses que les autres ne voient pas.
Elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir, expliqua Manon, ses mains tremblant légèrement. Mon père disait toujours que certains enfants naissent avec la capacité de se connecter aux âmes perdues. Les mots de Manon firent glacer le sang de Stéphane. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle parlait, dans la manière dont elle évitait le contact visuel direct, qui le laissait profondément mal à l'aise. Mais en même temps, une partie désespérée de son cœur s'accrochait à n'importe quelle possibilité, aussi étrange soit-elle. « Votre père » demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme. Manon hésita, comme si elle en avait révélé plus qu'elle ne le voulait. Il a connu beaucoup d'enfants qui se sont perdus au fil des ans. Il travaillait dans des écoles, s'occupait d'eux quand personne d'autre ne le pouvait. Chloé, qui était restée silencieuse pendant la conversation, s'approcha de Stéphane et lui prit la main avec ses petits doigts froids. Le garçon a la marque sur le front est très triste aujourd'hui, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Il a dit que vous devez être courageux, que sa maman doit venir avec vous. Sandrine, murmura Stéphane. Pourquoi doit-elle venir? Parce qu'elle aussi pleure pour lui toutes les nuits. Et il veut qu'elle sache que ce n'était pas sa faute. Les mots frappèrent Stéphane comme un éclair. Sandrine pleurait vraiment toutes les nuits, silencieusement, pensant qu'il ne le remarquait pas. Et elle avait toujours porté la culpabilité d'avoir laissé Léo aller à l'école ce matin fatidique, malgré le fait que le garçon se soit plaint d'un mal de tête. « Comment peux-tu savoir ça » demanda-t-il, la voix tremblante. « Chloé sait beaucoup de choses » interrompit Manon rapidement, tirant la fillette près d'elle. Parfois, les informations viennent en rêve, d'autres fois. D'autres manières. Il y avait quelque chose dans l'agitation de Manon qui rendit Stéphane encore plus mal à l'aise, comme si elle cachait des informations cruciales, ne révélant que des fragments d'une vérité beaucoup plus grande et plus troublante. « Où habitez-vous » demanda-t-il, essayant une approche différente. « Près de la vieille école » répondit Manon rapidement, presque automatiquement. « Nous avons toujours vécu par là. Ma famille a des liens anciens avec cet endroit. » Stéphane sentit son cœur s'accélérer. L'école abandonnée, encore. Tout revenait toujours à cet endroit sombre qui avait hanté ses cauchemars pendant 2 décennies. Vous êtes déjà entré dans l'école? Vous avez vu cette cave que Chloé mentionne? Manon pâlit visiblement, ses mains serrant plus fort les épaules de Chloé. Non. Ce n'est pas sûr d'entrer là-bas. L'endroit est en ruine, dangereux. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une tension spécifique qui fit suspecter à Stéphane qu'elle en savait beaucoup plus sur l'école qu'elle n'était prête à l'admettre. Et pour la première fois depuis que Chloé était apparue dans sa vie, il commença à se demander si cette fillette extraordinaire essayait vraiment de l'aider, ou si elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus sinistre qu'il ne pouvait l'imaginer. La cloche de la boulangerie sonna quand un client entra, interrompant la conversation tendue. Manon tira immédiatement Chloé vers la sortie, mais pas avant que la fillette ne regarde une dernière fois Stéphane avec ses grands yeux pénétrants. « Cette nuit » murmura-t-elle, ces mots presque inaudibles. « Il va crier votre nom cette nuit, et vous allez l'entendre. » La promesse sinistre de Chloé résonna dans l'esprit de Stéphane toute la journée. À 23 heures, quand il se coucha enfin à côté de Sandrine, ses muscles étaient tendus comme des cordes de violon, chaque bruit de la maison le faisant sursauter. Le vent faisait bruire les arbres du jardin, créant des ombres dansantes sur les murs de la chambre. Vers minuit, alors que le silence de Valençol n'était rompu que par l'aboiement lointain d'un chien, cela se produisit. Un cri déchira la nuit comme une lame aiguisée. Ce n'était pas un son ordinaire. Il portait une angoisse profonde, désespérée, qui fit se hérisser instantanément les poils de Stéphane. Le son semblait venir de très loin, mais en même temps, il résonnait clairement à ses oreilles. « Papa Stéphane !» Sandrine se réveilla instantanément, s'asseyant dans le lit, les yeux écarquillés de terreur. « Tu as entendu ça » murmura-t-elle, la voix tremblante. « J'ai entendu » répondit Stéphane, se levant déjà du lit et se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, la rue était complètement vide, baignée par la lumière jaunâtre des lampadaires. Aucun mouvement, aucun signe de vie. « Papa Stéphane, s'il te plaît !» Le deuxième cri fut encore plus clair, plus désespéré. Sandrine se leva rapidement, rejoignant son mari à la fenêtre. Ses mains tremblaient violemment tandis qu'elle tenait les rideaux. « C'est sa voix » murmura-t-elle, les larmes commençant à couler sur son visage. « Mon Dieu, Stéphane,
c'est la voix de notre enfant. Ils restèrent là pendant encore 10 minutes, attendant, écoutant chaque bruit de la nuit avec une intensité douloureuse. Mais les cris ne se répétèrent pas. Le silence enveloppa de nouveau Valençol comme si rien ne s'était passé. C'était peut-être un rêve, dit Sandrine, mais sa voix ne portait aucune conviction. Peut-être que nous avons tous les deux rêvé de la même chose. Sandrine, dit Stéphane en se tournant pour faire face à sa femme. Nous devons aller à l'école demain. Je ne peux plus ignorer ça. Elle le fixa pendant de longues secondes, une guerre silencieuse se déroulant en elle. Finalement, elle hocha la tête, une détermination sombre s'emparant de ses traits. Si nous faisons ça, dit-elle, nous le faisons correctement. Mais si nous ne trouvons rien, si ce n'est qu'un des nombreux faux espoirs que nous avons déjà affrontés, promets-moi que nous chercherons une aide professionnelle pour nous deux. Le lendemain matin, Stéphane ferma la boulangerie plus tôt, prétextant des problèmes personnels à ses employés. Sandrine s'était préparée avec plus de soin que ces dernières années, portant un chemisier blanc propre et un pantalon sombre, comme si elle se préparait pour un événement important. Quand ils arrivèrent dans la rue où se trouvait l'ancienne école primaire Jean Moulin, ils trouvèrent Chloé qui les attendait à côté du portail rouillé. La fillette était de nouveau accompagnée de Manon, qui semblait encore plus nerveuse que la veille. « Nous savions que vous viendriez », dit Chloé avec son naturel troublant. Le garçon à la marque sur le front était content quand il l'a su. Sandrine s'accroupit devant la fillette, l'observant avec une intensité presque désespérée. « Tu peux vraiment l'entendre ? » « Il me parle toutes les nuits, » répondit Chloé en touchant doucement le visage de Sandrine avec sa petite main. « Il dit que vous êtes très belle quand vous souriez. Il veut que vous souriez à nouveau. » Les larmes se mirent à couler sur le visage de Sandrine avant même qu'elle ne s'en rende compte. Ces mots, dits avec l'innocence d'une enfant de 4 ans, portaient une familiarité qui fit son cœur se briser et se reconstruire en même temps. L'école abandonnée se dressait devant eux comme une cicatrice dans le paysage urbain. Le bâtiment de 2 étages avait été partiellement détruit par l'incendie 15 ans plus tôt. Ses fenêtres étaient brisées ou recouvertes de planches de bois, et la végétation avait commencé à envahir les murs extérieurs. « Comment allons-nous entrer ?» demanda Stéphane en observant le portail verrouillé par de grosses chaînes. Manon s'approcha en hésitant, sortant une vieille clé de la poche de sa jupe. « Mon père. » Il avait une clé pour les urgences. Stéphane et Sandrine échangèrent des regards significatifs. Comment le père de Manon pouvait-il avoir une clé de l'école? Et pourquoi avait-elle caché cette information jusqu'à présent? Votre père travaillait ici? Demanda Sandrine, sa voix chargée de suspicion. Il était concierge. Il s'occupait du bâtiment, des enfants, répondit Manon en évitant le contact visuel. Après l'incendie, il a continué à vérifier les lieux pour s'assurer que c'était sûr. Il y avait quelque chose dans l'hésitation de Manon qui laissa Stéphane profondément mal à l'aise, mais son besoin de réponse l'emporta sur toute prudence. Quand le portail s'ouvrit avec un grincement métallique qui résonna dans la rue vide, il sentit comme s'il franchissait une frontière entre le monde des vivants et quelque chose de beaucoup plus sombre. L'intérieur de l'école était encore plus perturbant que son apparence extérieure. Des couloirs sombres s'étendaient dans plusieurs directions. Le sol était couvert de débris et de feuilles sèches, et une odeur de moisie et d'humidité imprégnait l'air. Les murs étaient tachés par la fumée de l'ancien incendie et des graffitis récents indiquaient que l'endroit était occasionnellement visité par des vandales. « Par où ?» demanda Sandrine, sa voix résonnant étrangement dans les couloirs vides. Chloé marcha devant avec une confiance troublante, comme si elle connaissait chaque centimètre de cet endroit. Elle les guida à travers des couloirs latéraux, passant par des salles de classe abandonnées où de vieux pupitres s'entassaient comme des squelettes de bois. « Ici », dit-elle en s'arrêtant devant une porte métallique située au bout d'un couloir particulièrement sombre. La porte était partiellement cachée derrière des débris et des meubles abandonnés, comme si quelqu'un avait délibérément tenté de camoufler son existence. Stéphane s'approcha de la porte et remarqua immédiatement qu'elle avait été soudée. Des marques de soudure récentes brillaient sur le métal, indiquant que quelqu'un avait scellé cette entrée il y a relativement peu de temps. « Elle est fermée », dit-il en passant les mains sur les points de soudure. Nous aurions besoin d'outils lourds pour ouvrir ça. Mon père gardait des outils dans le débarras, dit Manon rapidement, comme si elle savait déjà que ce serait la prochaine question. Je peux aller les chercher? Tandis que Manon disparaissait dans les couloirs sombres, Chloé s'approcha de la porte métallique et posa son oreille contre le métal froid. Il est là, murmura-t-elle, ses yeux se fermant comme si elle se concentrait intensément.
Il vous appelle. Il dit qu'il a très peur, mais qu'il sait que vous êtes venu le sauver. Sandrine s'agenouilla à côté de Chloé et posa également son oreille sur la porte. Pendant quelques secondes, rien. Puis, si bas que cela aurait pu être son imagination, elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Des coups. Des coups rythmés venant de l'autre côté de la porte. Stéphane, appela-t-elle, sa voix presque inaudible. Écoute. Il les rejoignit à la porte et tous les trois restèrent dans un silence absolu. Les coups se répétèrent. 3 coups lents, suivis d'une pause. Puis 3 coups à nouveau. C'était un modèle que Stéphane reconnut instantanément. C'était le code que Léo et lui avaient créé quand le garçon faisait des cauchemars. 3 coups sur le mur signifiaient « j'ai peur ». Et Stéphane répondait avec 2 coups qui signifiaient « papa est là ». Les mains tremblant violemment, Stéphane frappa 2 fois sur la porte métallique. La réponse vint immédiatement. 3 coups désespérés, suivis de 3 autres, puis encore 3. Comme si celui qui était de l'autre côté avait perdu tout contrôle et criait simplement à l'aide à travers le métal. « C'est lui », murmura Sandrine, les larmes coulant librement sur son visage. « Mon Dieu, Stéphane, c'est vraiment lui ?» Manon revint, portant une vieille caisse à outils et un poste à souder portable. Il y avait quelque chose dans la rapidité avec laquelle elle avait trouvé l'équipement qui fit suspecter à Stéphane qu'elle connaissait cet endroit bien mieux qu'elle ne l'admettait. « Votre père a vraiment laissé tout ça ici ?» demanda-t-il, observant les outils organisés avec une précision militaire. « Il a toujours été préparé », répondit Manon, mais sa voix trembla légèrement. « On ne sait jamais quand quelqu'un peut avoir besoin d'aide. » Pendant que Stéphane travaillait à couper les points de soudure, les coups de l'autre côté de la porte devinrent plus fréquents, plus désespérés. Chloé restait silencieuse, mais ses petites mains étaient serrées en poing, comme si elle luttait contre quelque chose de bien plus grand que sa compréhension. Quand enfin la dernière soudure se rompit et que la porte s'ouvrit avec un grincement métallique sinistre, ce qu'ils trouvèrent de l'autre côté n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Un escalier en métal descendait dans l'obscurité totale. L'air qui montait de la cave était glacial et chargé d'une odeur qu'aucun d'eux ne parvint à identifier immédiatement. Ce n'était pas seulement du moisi ou de l'humidité, il y avait autre chose, quelque chose d'organique et de dérangeant. « Léo » appela Sandrine, sa voix résonnant dans les profondeurs. « Mon fils, nous sommes là. » La réponse qui vint des ténèbres fut un son qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Un sanglot bas, presque inaudible, chargé d'une douleur qui transcendait toute compréhension humaine. Et puis, du fond de cette obscurité terrible, une voix faible mais indubitable, « Maman, papa, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. » La descente par l'escalier métallique fut la marche la plus longue de la vie de Stéphane et Sandrine. Chaque marche résonnait dans le silence lourd de la cave, et la faible lumière de leur lampe de poche de téléphone révélait des murs en béton humide et taché. L'odeur s'intensifiait à chaque pas. Ce n'était pas seulement du moisi, mais quelque chose qui rappelait de vieux vêtements, de la nourriture avariée et autre chose qu'ils ne parvenaient pas à identifier. Quand ils arrivèrent enfin au bas de l'escalier, la lumière de leur lampe de poche révéla un espace beaucoup plus grand que ce à quoi ils s'attendaient. La cave s'étendait dans plusieurs directions, divisée en petits box séparés par des cloisons improvisées en bois et en métal. C'était comme un labyrinthe souterrain qui avait été construit et agrandi au fil des ans. « Mon Dieu » murmura Sandrine, la main couvrant sa bouche d'horreur. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Sur les murs, il y avait des dizaines de dessins d'enfants faits au charbon de bois et à la craie colorée. Des oiseaux, des maisons, des figures humaines, tous créés par de petites mains au fil du temps. Dans certains box, ils trouvèrent des vêtements d'enfants éparpillés, des jouets cassés et même de petits lits improvisés avec de vieux matelas. « Léo » appela Stéphane, la voix tremblante. « Où es-tu, mon fils ?» Le son de pas traînant vint de l'un des box les plus éloignés. Quand ils dirigèrent leur lampe de poche dans cette direction, ils virent une silhouette s'approcher lentement des ombres. Mais ce n'était pas Léo. C'était un vieil homme d'environ 67 ans, aux cheveux blancs ébouriffés et aux vêtements sales. Ses yeux brillaient d'un mélange de confusion et de reconnaissance tandis qu'il observait les visiteurs. Dans ses mains, il tenait un vieux carnet usé. « Manon » dit l'homme en regardant la femme qui était descendue avec eux. « Tu as amené des invités à la maison. » Manon se recroquevilla visiblement, comme une enfant réprimandée. « Papa, ils cherchaient leur fils. » J'ai essayé d'expliquer que... « Papa »
Interrompit Stéphane, la réalisation le frappant comme un éclair. Vous êtes Jean-Pierre Bernard, l'ancien concierge de l'école. Le vieil homme hocha lentement la tête, un sourire troublant se formant sur ses lèvres. Je prenais soin des enfants. Tous les enfants perdus. Je les protégeais des familles qui ne savaient pas comment les aimer correctement. Sandrine s'approcha de lui, sa voix chargée d'une fureur croissante. Où est mon fils? Où est Léo? Jean-Pierre feuilleta le carnet dans ses mains, ses pages jaunies par le temps. Ah, le garçon a la marque de lune. Il est parti il y a longtemps. Très malin, celui-là. Il a suivi les indices que les autres enfants ont laissés. Quels autres enfants? Demanda Stéphane, mais une partie terrible de son esprit commençait déjà à comprendre l'ampleur de l'horreur qu'ils avaient découverte. Tellement au fil des ans, murmura Jean-Pierre en tournant les pages du carnet. Des enfants dont personne ne s'occupait bien. Je leur donnais un foyer ici, où ils étaient en sécurité. Mais certains n'arrivaient tout simplement pas à s'adapter. Chloé, qui était restée étrangement silencieuse pendant toute la descente, parla enfin. Papy, tu avais promis de me parler de ma maman aujourd'hui. Jean-Pierre regarda la fillette avec une tendresse authentique qui contrastait de manière effrayante avec la situation. Ta maman est spéciale, ma petite Chloé. Elle a grandi ici avec moi, tout comme toi. La révélation frappa tout le monde comme un coup de poing dans l'estomac. Manon n'était pas seulement la fille de Jean-Pierre. Elle avait été l'une des enfants kidnappés des décennies plus tôt. Et Chloé était le résultat d'une deuxième génération de cette folie. Manon avait 6 ans quand je l'ai amenée à la maison, continua Jean-Pierre, ignorant complètement l'horreur sur les visages de Stéphane et Sandrine. Tout le monde pensait qu'elle était partie, mais je l'ai sauvée. J'ai pris soin d'elle, je l'ai éduquée, et maintenant elle s'occupe de Chloé. Sandrine s'approcha dangereusement de Jean-Pierre, ses mains tremblant de rage. Et mon fils? Qu'avez-vous fait de mon fils? Léo est resté ici pendant 3 mois, répondit Jean-Pierre en consultant ses notes dans le carnet. Garçon intelligent, très courageux. Un jour, il a trouvé les marques que d'autres enfants avaient laissées sur les murs. Des symboles, des dessins qui montraient des chemins de fuite. Il a suivi les tunnels jusqu'à la sortie qui mène au marché couvert. Stéphane s'approcha des murets, en regardant de plus près, réussit à voir les symboles que Jean-Pierre mentionnait. De petites flèches faites au charbon, des chiffres, des dessins de soleil indiquant des directions. C'était un système de communication créé par des enfants désespérés pour s'entraider à s'échapper. Mais c'était il y a 20 ans, dit Sandrine, la voix brisée. Où est-il maintenant? Jean-Pierre feuilleta d'autres pages de son carnet bizarre où il tenait des registres détaillés de chaque enfant dont il avait pris soin. Une famille de commerçants l'a trouvé au marché. Les Morel. Ils passaient par Valençol en route pour Angers. Je les ai toujours aimés. De bonnes personnes qui savaient comment s'occuper des enfants. Morel, répéta Stéphane en mémorisant le nom. Et vous avez simplement laissé emmener mon fils? Il a choisi de partir avec eux, dit Jean-Pierre avec le naturel de quelqu'un qui parle du temps qu'il fait. Je n'ai jamais forcé un enfant à rester. S'ils trouvaient une meilleure famille, j'étais heureux pour eux. Chloé s'approcha d'un mur couvert de dessins et en désigna un en particulier, une figure masculine avec des cheveux bouclés et une petite marque sur le front. C'est le garçon de tes rêves, tonton Stéphane. Il a laissé ce dessin avant de partir. Sandrine s'agenouilla devant le dessin, les larmes coulant librement sur son visage. C'était clairement l'œuvre d'un garçon de 8 ans. Mais il y avait des détails que seul Léo pouvait connaître. La disposition des meubles de sa chambre, la forme spécifique de l'arbre dans le jardin de la maison. Il était vraiment ici, murmura-t-elle. Et maintenant nous savons où le chercher, dit Stéphane, une détermination renouvelée s'emparant de sa voix. Angers. La famille Morel. Manon s'approcha, hésitante. Il y a autre chose que vous devez savoir sur Chloé. Elle s'interrompit, luttant avec les mots. Elle n'est pas ma fille biologique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant toutes ces années ici. Mon père. Il forçait des relations entre les enfants qui grandissaient. Quand elle devenait adolescente, il croyait qu'il créait une famille parfaite. La voix de Manon était chargée de douleur et de honte. Chloé est la fille d'une fillette que mon père a amenée il y a 6 ans.
Elle n'a pas survécu à l'accouchement. Sandrine regarda Chloé avec une compréhension soudaine et terrible. La fillette n'était pas seulement une enfant avec des dons spéciaux. Elle était une survivante d'une lignée d'horreur qui s'étendait sur des décennies. C'est pour ça qu'elle savait pour Léo, murmura Stéphane. Ce n'était pas des rêves ou des visions. Elle a grandi en entendant des histoires sur tous les enfants qui sont passés par ici. 3 mois plus tard, par une chaude matinée de juin à Angers, Stéphane et Sandrine se tenaient devant la porte d'une simple maison. À leur côté, Chloé tenait fermement la main de Sandrine. La fillette était officiellement devenue une partie de la famille après le sauvetage et le traitement psychiatrique ultérieur de Manon. Jean-Pierre avait été emmené dans une institution spécialisée où il recevrait des soins appropriés pour sa démence avancée. Les autorités avaient découvert des preuves que 15 enfants étaient passés par la cave au cours de 3 décennies, et une équipe spéciale travaillait à localiser chacun d'eux. Quand la porte s'ouvrit, un homme de 28 ans apparut. Grand, cheveux bruns bouclés et une petite tache de naissance en forme de croissant de lune sur le front droit. « Lucas Morel » demanda Stéphane, la voix tremblante. L'homme hocha la tête, confus. « Oui, c'est moi. Je peux vous aider ? Je m'appelle Stéphane Dubois, dit-il, luttant pour garder son sang-froid. Et je crois que vous êtes mon fils, Léo. » La reconnaissance dans les yeux de Lucas fut instantanée. 20 ans de souvenirs refoulés revinrent comme une avalanche. La maison à Valençol, les parents aimants, la terrible matinée où tout a changé. « Papa Stéphane » murmura-t-il, utilisant le surnom de son enfance. Les retrouvailles furent une explosion de larmes, d'étreinte et de 20 ans d'amour refoulés. Chloé observait tout avec ses grands yeux sages, voyant enfin la famille qu'elle avait aidé à réunir. Lucas raconta sa vie avec la famille Morel, qu'il avait élevée avec amour et soin, sachant toujours qu'il avait une famille biologique quelque part. Il raconta comment il avait toujours dessiné des oiseaux sans savoir pourquoi, et comment certaines odeurs et certains sons lui rappelaient un temps antérieur auquel il ne pouvait pas accéder complètement. 1 an plus tard, l'ancienne école primaire Jean Moulin avait été démolie et reconstruite pour devenir le centre d'accueil Chloé, une institution dédiée à la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Stéphane avait vendu 2 de ses boulangeries pour financer le projet, et Sandrine avait retrouvé le sourire en travaillant comme coordinatrice du centre. Lucas, qui décida de garder le nom de Lucas professionnellement mais redevint Léo pour la famille, avait redéménagé à Valençol avec sa femme et sa petite-fille. Chloé, maintenant officiellement une Dubois, fréquentait l'école du centre et montrait une capacité extraordinaire à aider d'autres enfants traumatisés à se rétablir. Par un après-midi particulièrement chaud, alors qu'elle observait Chloé jouer dans le parc du centre avec d'autres enfants, Sandrine s'approcha de Stéphane. « Penses-tu qu'elle avait vraiment des visions ?» demanda-t-elle, observant la fillette qui avait changé leur vie pour toujours. Stéphane sourit en voyant Lucas pousser Chloé sur la balançoire, tandis que sa petite-fille applaudissait et riait. Peu importe comment elle savait. Ce qui compte, c'est qu'elle nous a ramenés les uns aux autres. Et là, à l'endroit qui avait autrefois abrité tant de souffrances, une famille reconstituée célébrait silencieusement le miracle des secondes chances et la capacité infinie de l'amour à guérir même les blessures les plus profondes. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je promets d'apporter chaque jour des vidéos qui rendront votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en donnant une note de 0 à 10 et merci beaucoup. Oui.